Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette quotidienne de la vie agricole. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bien heureux de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, dans cette émission. Mes acolytes, M. Michel Saint-Pierre et M. Yannick Patelli et notre invité aujourd'hui, M. Jean-Marie Séromy. Messieurs, bien le bonjour à vous. Bonjour Sébastien, bonjour Michel, bienvenue dans cette quotidienne. Yannick. Bonjour Jean-Marie Sérony qui est à Paris. Bonjour. En ce moment, Jean-Marie Sérony, notre invité, que vous connaissez bien parce que vous l'avez vu à plusieurs reprises au cours des 3 dernières années même, je dirais, dans la quotidienne, qu'on connaît bien également puisqu'il était le coordonnateur de la fameuse mission de l'Institut Jean Garon qui s'est déplacé en octobre dernier en France pour aller visiter les exploitations laitières et compagnies de transformation laitière également, à la Coop d'Isigny entre autres. Au cours de ce voyage, en fait, qui a été très fructueux pour l'ensemble des participants qui venaient du Québec, Jean-Marie nous a remis en fait un livre qui s'appelle 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète. C'est essentiellement de ce livre dont on va essayer de parler dans le cadre de cette quotidienne et comprendre les enjeux qui s'annoncent pour l'agriculture, tel que le voit Jean-Marie Sérony. Dans un premier temps, Jean-Marie, vous êtes à Paris. C'est en ce moment le salon de l'agriculture jusqu'au 5 mars prochain. Quelles sont un peu les tendances actuellement, hormis le fait qu'il y a beaucoup de visites de politiciens, on a vu ça dans différents réseaux médiatiques, entre autres le président de la République, et on a parlé aussi des retraites, qui sont aussi un sujet important pour les agriculteurs, mais en termes agricoles, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers qui se sont détachés parmi les sujets du salon cette année? Alors, le salon, oui, donc j'y suis là depuis hier et puis un tout petit peu dimanche, j'ai fait juste un petit saut. Il y a beaucoup de monde, ce qui est symptomatique. C'est un salon qui se passe bien dans un contexte. Je ne sais pas si vous vivez la même chose au Québec. On a vécu une année 2022 très très particulière pour nous, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétudes liées à la fois à l'invasion la guerre en Ukraine, qui a complètement bousculé les marchés agricoles, les suites de la Covid, l'augmentation des prix, des prix des produits, des prix des intrants, ça a bousculé énormément. Et au final, l'agriculture française en 2022 a fait une année économiquement exceptionnelle. Donc c'est très très paradoxal. Il y a une angoisse, il y a une anxiété pour l'avenir, et on vient de faire 2 exercices, l'exercice 2021 et l'exercice 2022, qui ont été très bons pour l'agriculture. Le chiffre d'affaires de la ferme France, alors beaucoup sous l'effet des prix, en 2 ans a augmenté de presque 25%, et la marge, la valeur ajoutée a augmenté de manière importante. Et on a fait en 2022, en termes de résultats par exploitation, d'après les premières estimations officielles du ministère de l'Agriculture, on a fait la meilleure année de tous les temps. Alors justement, donc c'est très très paradoxal. Et donc ça donne une ambiance où à la fois, quand on discute, les choses vont bien, et en même temps, il y a une certaine inquiétude. Ça, c'est le premier point. Mais je trouve quand même de la sérénité, puis j'ai rencontré pas mal de responsables, quelques hommes politiques qui passaient, que je connaissais. Le deuxième point, je confirmerai, parce que j'y suis resté deux jours, mais on sent bien, chez nous, que la question sur les perspectives environnementales, les perspectives d'aller vers une agriculture, alors, ce que j'explique dans mon livre, il y a une agriculture plus naturelle, c'est en train de prendre. L'impact des crises, là, ont marqué, et finalement, au niveau des hauts responsables, ont marqué un chemin vers l'acceptation, ce qu'on avait beaucoup de mal à faire en France, l'acceptation de ces changements. Okay. Mais justement, vous parlez de Jean-Marie, tu parles en fait qu'au salon, il y a quand même un certain positivisme, on va dire, puisque les résultats des dernières années ont été bonnes. Puis je pense que c'est la situation aussi au Québec. En fait, l'agriculture va bien, ce qu'on oublie de dire. Et dans ton livre, d'ailleurs, tu commences par expliquer que l'agriculture a toujours été teintée de misérabilisme lorsqu'on en parlait. Et aujourd'hui, peut-être parce que c'est revenu à la mode avec la souveraineté alimentaire, parce que l'écologie est
beaucoup sur les lignes médiatiques de beaucoup de monde, que finalement on s'est mis à parler de plus en plus d'agriculture. Et tu nous amènes dans ton livre vers une agriculture moderne, on dira, et tu nous expliques aussi que tout va changer dans les 20 prochaines années, parce que les agriculteurs sont plus des entrepreneurs, des managers qu'ils ne l'étaient auparavant. Ça, c'est comme un peu une nouvelle que tu apportes, on le savait un peu au Québec, parce qu'en fait au Québec, ça fait longtemps que Michel Saint-Pierre, il va nous en parler, mais nous dit que les agriculteurs sont des entrepreneurs, ce qu'on a eu tendance parfois à oublier, mais dans ton livre, tu mets beaucoup de l'avant le côté manager, en fait, des agriculteurs. Ah, c'est clair. Moi, je pense que les agriculteurs seront de plus en plus ce que j'ai appelé, je ne sais plus à un moment donné, vers la fin du livre, je crois les entrepreneurs du vivant. Je reprends un peu un terme du ministère de l'Agriculture. Mais pour moi, ce sont des entrepreneurs et des spécialistes des sciences du vivant. Et ce qui pour nous est quelque part dans la culture française, d'accepter qu'on n'est plus sur le modèle, alors pour nous emblématique des années 60, qui a beaucoup marqué l'imaginaire collectif du monde agricole, où l'exploitation c'est monsieur et madame, ce que mon ami François Purseg appelle l'agriculture conjugale, et aujourd'hui c'est plus ça. Et on va être avec une agriculture dans laquelle il y aura beaucoup plus de salariés qu'aujourd'hui. Des PME en fait. On parle d'entreprise, on parle de PME, de petites et moyennes entreprises. Voilà, on parle d'entreprise. Et en même temps, quand on regarde l'histoire, au 19e siècle, il y avait une grosse part du travail dans les exploitations qui était fournie par des salariés. Et le nombre de salariés, avec les chevaux, hein, ou les bœufs, et les salariés ont disparu avec la mécanisation. Mais Jean-Marie, moi, les fermes avant avaient beaucoup de salariés. Mais Jean-Marie, moi j'ai une question. On parle que de plus en plus de salariés et tout dans le domaine agricole, mais présentement, ici au Québec, on a un manque de main-d'œuvre, il manque beaucoup de monde sur les fermes et les agriculteurs ont énormément de misère à trouver des salariés justement pour venir travailler avec eux là, sur les terres, dans les fermes et tout. Là. Ben, c'est le même problème chez nous et pas que en agriculture. Hein, le gros enjeu pour les entreprises agricoles, hein, mais les agriculteurs, mais aussi les entreprises de la transformation, les entreprises de conseil. Moi, j'ai longtemps dirigé une entreprise de conseil et quand je discute avec mes collègues aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des salariés. Tout à l'heure, là, au salon, parce que vous savez que au salon, il y a de la partie professionnelle, puis il y a des grandes parties conviviales. Où on va dans les organisations, il y a des pots, etc., ce qui permet de discuter, de faire des tas de rencontres. Et je discutais là, avec la directrice, en gros, de l'Agence pour l'emploi en agriculture, que je ne connaissais pas, on a fait connaissance, on discutait. Et elle me dit, on est en train, alors je vais employer un mot anglais, puisque chez nous on parle de job dating, je ne sais pas pourquoi on n'a pas su le dire en français. Ah, vous savez, ils font des job dating où les entreprises viennent se présenter, ouais, et c'est plus à choisir les salariés, c'est à séduire des salariés pour venir chez eux. Aujourd'hui, c'est le collaborateur qui a le choix entre différentes entreprises. Ouais, et c'est les entreprises qui essaient de l'attirer et de le séduire. C'est ce qu'on vit ici après la pandémie également. Quand on parle de manager en entreprise agricole, Michel, c'est quelque chose qui semble un peu nouveau en France d'entendre ça. Ici, c'est quand même quelque chose qu'on ne reconnaît pas forcément, mais c'est une réalité depuis quelques années déjà. Oui, c'est-à-dire que moi aussi, je suis arrêté. En lisant le livre de Jean-Marie, je me suis toujours posé cette question-là. Est-ce que on n'est pas en train de vivre une vraie réalité, un changement de paradigme pour lequel les nouveaux sont des entrepreneurs, mais je ne suis pas tout à fait certain qu'on avait des entrepreneurs dans le passé, parce que on pratiquait beaucoup un modèle qui était unique, qui était pour lequel un peu toutes les choses étaient établies. Mais face à la réalité d'aujourd'hui, puis à l'agriculture qui, en France comme ici, se diversifie en termes de modèles. Il y a des jeunes ce qu'on ne voyait pas auparavant, des jeunes qui sont des gens de la ville, qui ne connaissaient pas l'agriculture, qui sont allés quand même l'étudier et qui mettent en place des entreprises qui sont véritablement dans un modèle d'entreprise. Pour eux, c'est pas le retour à la terre dans le sens bucolique, c'est dans le sens de ma business, c'est l'agriculture. Et ces gens-là sont de modèles nouveaux. Par exemple, le couple, comme Jean-Marie disait, pour lequel on avait, comment dire, une agriculture
c'est quoi l'expression, Jean-Marie, qui était... Conjugale. Conjugale, voilà. Mais là, ça me rappelle que nous, notre syndicat, l'UPA, a souvent dit « Ah, l'agriculture est tellement pas payante qu'on est obligé d'avoir un deuxième salaire. » Mais là, la réalité d'aujourd'hui, c'est plus ça. La réalité, c'est que si l'épouse, par exemple, de l'exploitant enseigne, si elle est infirmière, si elle est médecin, si elle est architecte, elle va pratiquer son métier. C'est plus le lien comme de ce modèle d'agriculture-là. Effectivement, mais ce que peut-être... Donc, on est en train de changer beaucoup. Mais ce que peut-être aidé ça, Michel, c'est les robots qui sont entrés dans les fermes. Tu sais, sont, par exemple, dans les étables, il y a beaucoup de robots qui sont entrés, mais où les agriculteurs... Et peut-être, Jean-Marie, tu pourrais nous le dire du côté de l'Europe, mais nous, ici, on a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent. On a beaucoup de gens du Guatemala qui viennent travailler sur les fermes au Québec pour justement venir donner un coup de main parce qu'il manque énormément d'employés. Je ne sais pas, vous, de votre côté, mais ça dit quoi? Il en parle dans son livre. Alors, je vais répondre, d'abord rebondir sur la remarque de Michel, puis répondre à votre question. Ce que tu viens de dire, on rencontre exactement la même chose chez nous. Exactement. Ces nouveaux agriculteurs qui ne sont pas forcément des fils ou des filles d'agriculteurs, ou qui sont des fils ou des filles d'agriculteurs qui ont fait un autre métier au début de leur carrière, sont intéressés, et parfois et souvent, sont intéressés sur d'autres modèles d'exploitation, et notamment dans ceux qui ne sont pas d'origine agricole, ils ont une vision qui n'est pas patrimoniale de l'agriculture. Voilà. Ils s'installent dans le métier d'agriculteur, mais pas forcément pour rester jusqu'à la fin de leur carrière. Et donc, leur but n'est pas de valoriser un patrimoine préexistant, qu'ils n'ont pas d'ailleurs. C'est de faire de la production. Non, ça, c'est complètement nouveau. C'est de faire de la production. D'ailleurs, dans ton livre, j'ai noté un chiffre que tu donnes. Tu dis de 1960 à 2000, on a une perte de 17% de la surface agricole, mais une production 2,5 fois supérieure. Oui, c'est à peu près ça. Je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais j'avais validé. C'est ce que tu as écrit. Et les hectares qu'on a perdus, contrairement à ce que tout le monde croit, la grosse partie, c'est pas l'artificialisation, c'est la forêt. Sur le positivisme aussi dont tu parlais tout à l'heure au salon, on peut le comprendre parce que ici aussi on le voit depuis la pandémie, en fait, dans le milieu agricole et agroalimentaire, ça va plutôt bien financièrement, je pense, pour la plupart. Et dans ton livre, à un moment donné, tu parles, encore là, c'est des chiffres que j'ai pris dans ton livre, tu me les confirmeras. On revient souvent dans les médias sur entre guillemets la pauvreté des producteurs parce qu'on parle de ils vivent avec 350 euros par mois, ce qui fait à peu près $550. Mais tu sembles dire que c'est pas vraiment réel parce que finalement ils sont beaucoup plus riches que ça par leurs avoirs. Et tu sors même un chiffre en disant les producteurs en France sont 5 fois plus riches que le français moyen. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le spectre médiatique en fait. C'est le capital dont on parle. Voilà. Et puis après, je vais répondre sur les robots. Mais effectivement, quand on prend le patrimoine. On a un vieil adage en France, je ne sais pas si vous avez l'équivalent là-bas, c'est l'agriculteur le même, Jean-Marie riche. Oui, voilà, j'imagine. C'est ça. Et c'est plus vrai, mais c'est quand même un peu vrai, quoi. Il vit pas pauvre, mais il a des revenus, mais notamment en remboursant ses prêts, il capitalise. Et donc effectivement, le capital est beaucoup plus important, mais en même temps. Pour le capital des agriculteurs, c'est un capital professionnel. Alors qu'un salarié, son capital, c'est sa maison, quoi, plus des déplacements. Donc c'est quand même pas pareil. Mais effectivement. Par contre, on a cette espèce de piège en France qui remonte à 7 ou 8 ans. Ouais, 2016-17, par là, 6-7 ans. Je ne sais pas pourquoi. Il y a la Mutualité sociale agricole qui a sorti, il y a un abruti qui a sorti ce chiffre, que 40% des agriculteurs gagnaient moins de 350 euros par mois. Et ça a été repris partout. Et ce chiffre ne veut strictement rien dire. Alors, il y a forcément un ordinateur qui l'a craché, ce chiffre. Mais si on regarde, ça ne veut rien dire. En gros, les chiffres officiels du ministère de l'Agriculture, et moi, ce que je voyais dans les centres de gestion, c'est à peu près ça. Un agriculteur prélève pour vivre de l'ordre de 20 000 euros en moyenne. Par année. Par an. Ouais. Voilà. Et alors sur les robots, il y en a effectivement qui disent, moi j'y crois pas trop, mais il y en a qui, enfin je crois aux robots, mais il y en a qui disent, on va pallier les problèmes de main d'œuvre par des robots. Je suis pas certain.
Il va y avoir davantage de robots. Bon, il y a plus d'une installation de traite sur 2 aujourd'hui qui est un robot pour des questions d'astreinte, enfin de libérer voilà. Il va se développer des robots pour désherber en alternative à la chimie. Est-ce que ça va remplacer les salariés? Je crois pas. Après, les travailleurs immigrés, bon, vous savez qu'en France, l'immigration est fermée, hein, elle est extrêmement réduite. Il y a par contre des travailleurs étrangers saisonniers qui viennent pour les récoltes. Et ça a été, bon, on en a beaucoup parlé, mais ça a été très compliqué pendant la Covid, puisque les frontières étaient, enfin, les migrations étaient fermées. Mais un jour ou l'autre, la question de l'immigration pour les tâches un peu rudes va se reposer chez nous, c'est clair. Alors Jean-Marie, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'immigration permanente. On va, Jean-Marie, à une courte pause et on revient pour la suite de ton livre 2041, l'Odyssée paysanne. Alors, de retour dans cette quotidienne de la vie agricole, Sébastien Saint-Pierre avec vous, ainsi que mes acolytes, M. Michel Saint-Pierre, Yannick Patelli, et notre invité, M. Jean-Marie Serroni. Alors Jean-Marie Serroni, effectivement, nous sommes en train d'échanger sur ton dernier livre 2041, l'Odyssée paysanne pour la santé de l'homme et de la planète. Un aspect que je voulais aborder avec toi, on parle d'un enjeu assez majeur pour la santé des hommes et de la planète justement. Pour les 20 prochaines années, le défi est grand puisque le consommateur et les pouvoirs publics demandent aux producteurs moins de chimiques, mais en même temps plus de résultats pour nourrir plus de monde. Parallèlement, dans ton livre, tu dis aussi, page 65 de mémoire, que face à la politique agricole commune de l'Europe, la France, contrairement aux autres pays européens, a un peu résisté et n'est pas réellement rentrée dans le marché, dans l'économie de marché. Alors, comment peut-on répondre en fait à tous ces enjeux-là demain matin, d'ici 2041? Alors, sur la question de l'ouverture des marchés, effectivement, l'Union européenne, c'était la grande réforme de 92 au moment de la création de l'OMC, enfin juste avant la création de l'OMC. L'Europe a décidé d'arrêter les réglementations sur les prix, hein, et d'ouvrir et de remplacer, de faire baisser les prix intérieurs et de remplacer ça par des aides directes qu'il n'y avait pas auparavant. Et la position des organisations françaises et du ministère de l'Agriculture était complètement hostile à cette idée-là. Elle s'est battue à Bruxelles sans d'ailleurs faire de contre-propositions. Et si bien que quand cette ouverture a été faite, la France, pendant des années, a refusé au bout du bout, en fait, cette évolution. On a toujours tout traîné les pieds pendant peut-être 15 ans, hein, au moins 15 ans. D'ailleurs, c'est là que la France a un peu décroché en matière agricole. Ouais, parce que tu dis dans ton livre aussi que le marché mondial est 300 fois plus intense qu'en 1950. Donc, comment on peut faire marche arrière, en fait? Voilà. Bon, après, ça y est, on a intégré cette ouverture sur les marchés. On l'a intégré, mais on a pris du retard avec ça. Et pourquoi j'insiste dans ce livre là-dessus? C'est pour dire que le grand virage de la politique européenne, là, qui est le fameux Green Deal, hein, le pacte vert, qui est d'aller vers un continent neutre climatiquement en 2050, et donc une agriculture qui y contribue. Cet objectif qui est assez clair, c'est de dire aux responsables français, et je crois que les choses sont en train de bouger, j'en ai rencontré pas mal là, depuis 2 jours, c'est de dire il faut qu'on accepte cette évolution. Et je leur dis, mais ne nous bloquons pas là-dessus, disons ok, on y va, mais justement, et ça aboutit sur ta deuxième question, Yannick, ok, on va vers là, mais donnons-nous les moyens d'y aller. Et donnons-nous les moyens pour produire au moins autant, et je ferai juste une petite incidence, produire au moins autant en étant beaucoup plus respectueux de l'environnement, et notamment respectueux du climat, c'est-à-dire en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant le stockage du carbone.
Je vais revenir là-dessus. Juste sur l'histoire de produire plus, enfin au moins autant par rapport à l'augmentation de la population. En Europe, la population va baisser. Toutes les prévisions le montrent. À l'horizon 5 ans. Il y a aujourd'hui en Europe 1,5 enfants par femme. C'est vertigineux comme chiffre. En France, on a plus. Mais les Espagnols, enfin, le sud de l'Europe se dépeuple aujourd'hui. Il y a l'immigration qui compense un peu, mais se dépeuple. La frontière orientale de l'Europe se dépeuple aussi. La France et l'Allemagne, non. Mais ça va arriver. Et donc, on aura moins de monde. À ce près se pose la question d'exporter davantage, notamment au sud de l'Europe, qui est une zone qui va être en difficulté encore plus avec le changement climatique. Mais alors après, comment on résout ce paradoxe apparent de produire autant, peut-être plus, en étant moins impactant sur l'environnement, et en gros, en utilisant moins d'hydrocarbures et moins d'intrants chimiques, que ce soit des produits de santé des plantes ou des engrais. Et je crois que le chemin entre les deux, la voie, c'est la science et l'innovation. C'est pour ça que dans mon livre, j'ai quand même un très gros chapitre sur les perspectives de la science, alors qui n'est pas mon cœur de compétence, j'ai pas mal consulté de choses. Et ça me paraît... Et on sent bien chez nous, là, depuis 1 an, on n'a jamais autant parlé de science en matière agricole. Alors, on avait un ministre précédent qui était un agronome, donc qui était au départ un homme de science, qui a beaucoup insisté là-dessus. Et je crois que c'est un virage important de se dire il faut qu'on investisse dans l'innovation. Et là, dans le projet de loi d'orientation agricole, il va y avoir de l'investissement supplémentaire sur la recherche, sur la formation, sur l'accompagnement. Là, intellectuellement, le virage est pris. Alors, sur la science, justement... C'est ça le lien entre les deux. Sur la science, justement, on en parle souvent avec nos intervenants de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires, n'est-ce pas, Michel? Pour ce qui est de fait de se dépeupler, Michel, on se dépeuple aussi, effectivement, mais est-ce qu'on a mieux réagi, nous, ici, à l'économie de marché? Oh, très bonne question. Je pense qu'on est à peu près au même endroit en termes de virage que ce que a décrit Jean-Marie actuellement. Là. Et évidemment, le regard sur 2041, c'est autre chose. Là, mais je permettrais, j'aimerais revenir quand même sur la question de l'agriculteur entrepreneur dont on parlait tout à l'heure. D'abord, tout ça est un peu en trame de fond du livre parce qu'il y a des décisions qui vont être prises. On a des agriculteurs qu'on dit entrepreneurs. Ils sont face à des grands enjeux qui sont environnementaux, qui sont attentes citoyennes de consommateurs, qui sont géopolitiques actuellement. Donc, beaucoup de choses. La prise de décision en agriculture, si on estime qu'un entrepreneur ne fait pas nécessairement la même chose que son voisin, qu'est-ce qui aide l'agriculteur français justement dans cet univers-là là, qui est d'incertitude à prendre des décisions pour son avenir? Est-ce qu'il y a un coach quelconque? Est-ce que le gouvernement est très présent auprès de l'agriculture? Pour moi, c'est une question là, qui pour moi, me trottait dans la tête à la lecture du document. La question que tu poses, Michel, pour moi, est une question qui me préoccupe beaucoup tout de suite. Moi qui fais une grosse partie de ma carrière dans le conseil et l'accompagnement des agriculteurs. Et c'est pour moi une question centrale. Et j'en discute. Alors, on commence à en parler. De se dire, je suis en train de le dire, et encore une fois, j'ai fait toute ma carrière à diriger des organisations de conseil. Les organisations de conseil et d'accompagnement, sachant que chez nous, l'État n'accompagne pas. Hein. L'État ne fait pas de conseil, alors il finance un petit peu, notamment les chambres d'agriculture, enfin par l'impôt, mais il n'accompagne pas. Il n'y a pas d'agents qui font du conseil. Je pense que le système de conseil français, qui a été très performant dans les années 60, n'a plus la performance qu'il avait. Je vais m'en expliquer. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais je pense que c'est un gros chantier qu'on a devant nous. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en 1960, quand on a eu le grand changement de politique agricole en France, avec le général de Gaulle et Edgar Pisani, la première chose qu'ils ont fait, ils ont réformé le système de conseil. Parce qu'avant 60, c'était le ministère de l'Agriculture qui faisait du conseil. C'était les directions départementales de l'agriculture. Et le premier élément qu'ils ont fait, c'est de transférer ça à la profession agricole, au champ de l'agriculture.
Et aujourd'hui, les conseillers, et moi j'en ai dirigé, mais quel que soit leur organisme, je ne suis pas sur un organisme ou sur un autre, les conseillers sont toujours dans le fait de délivrer des recettes. Ils ne sont pas dans le fait d'accompagner des chefs d'entreprise à prendre leurs décisions et à gérer les incertitudes que l'on a, aussi bien techniques qu'économiques. Et donc on a un gros travail à faire et qui a du mal à s'enclencher pour voir comment, à la fois, on modifie la formation des agriculteurs, mais surtout, on adapte assez rapidement notre système de conseil. Michel, en conclusion, il nous reste à peu près 1 minute. Merci Jean-Marie, parce que tu viens de mentionner la même préoccupation que nous, on a ici. Le ministère de l'Agriculture n'est plus non plus présent auprès des producteurs. Et dans ce contexte-là, j'ai cette préoccupation-là, à savoir comment la prise de décision va se faire. Si on veut que l'entrepreneur exprime sa réalité à lui, c'est soit des goûts et également des réalités terrain qu'il va avoir à gérer, bien, il va falloir je pense qu'on l'appuie un peu dans ce sens-là, et je pense qu'on vit tout à fait la même réalité, Jean-Marie. Non pas que je suis content, mais je me dis, bon, voilà, cherchons ensemble. Merci beaucoup. Alors, mais complètement. Il y a peut-être un chantier commun à ouvrir là-dessus, parce que c'est... pour moi, c'est vraiment un chantier majeur. Ça démarre à la recherche, la formation et l'accompagnement, les conseillers, et la formation toute la vie. Ça sera sûrement l'occasion, certainement, d'une prochaine quotidienne. Merci à vous tous d'avoir participé aujourd'hui. Merci.